Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Fidèles amis de Quotient Intellectuel, c'est avec un grand bonheur et un réel plaisir que nous recevons ce soir, dans cette émission spéciale de Quotient I, le professeur Tapé Gauzé, éminent psychologue, spécialiste de l'éducation et directeur de l'École normale supérieure d'Abidjan, une grande école qui a formé et continue de former des générations entières d'enseignants, ceux-là même qui ont la lourde tâche de former nos cerveaux et nos petits génies qui sont au cœur de notre émission. Le professeur Tapé Gauzé donne un avis éclairé sur l'éducation des jeunes et parle de Quotient I. Je vous invite à le suivre. Professeur Tapé Gauzé, en votre qualité de professeur de psychologie de l'éducation au département des sciences de l'éducation et d'actuel directeur de l'École normale supérieure d'Abidjan, comment définissez-vous le QI? Alors, votre émission s'appelle QI. Évidemment, le QI prend son origine dans la psychologie de l'enfant. Et ceux qui ont inventé le QI, c'est Binet et Simon, qui sont des psychologues français et belges, qui ont mis cet instrument en œuvre, et qui ont utilisé cet instrument la première fois. L'idée est partie du principe ordinaire que lorsque l'enfant grandit, eh bien, son âge réel, il a 5 ans, eh bien, 5 ans réels dans la vie, puisqu'il a 5 ans, eh bien, il doit avoir une intelligence de 5 ans. Donc, un enfant de 5 ans doit raisonner comme un enfant de 5 ans. Donc l'âge réel et l'âge mental est indiqué par le niveau de raisonnement. Eh bien, l'âge réel et l'âge mental, c'est la même chose. Donc si vous avez 5 ans et que vous raisonnez comme un enfant de 5 ans, donc vous êtes un enfant normal. Si vous avez 5 ans et que vous raisonnez comme un enfant de 7 ans, vous êtes un enfant doué puisque votre raisonnement est en avance sur votre âge. Et si vous avez 5 ans et que vous raisonnez comme un enfant de 3 ans, vous êtes en retard. Et cela pose problème. Cela pose problème au niveau du quotient intellectuel, cela pose problème en Afrique traditionnelle aussi. En Afrique traditionnelle, vous devez appartenir à une classe d'âge. Et vous devez avoir le même comportement que votre classe d'âge. Si vous êtes au-dessus, il y a un problème. Si vous êtes en dessous, il y a un problème. Mais en Afrique traditionnelle, le seul problème, c'est que ce problème de génie pose d'autres problèmes. Parce qu'il faut être comme les autres de la génération pour ne pas être complètement différent. Sinon, on va se poser la question, quel est cet esprit qui vous anime, qui fait que vous dépassez les gens de votre classe d'âge? Or, dans le contexte moderne, on les appelle génies et on favorise leur éclosion. Voilà donc cette notion de quotient intellectuel qui peut indiquer les progrès de l'enfant par rapport à une norme qui est l'âge réel, l'âge mental sur l'âge réel. Celui qui est en avance, s'il a jusqu'à 160 points, c'est-à-dire il a 10 ans mais il raisonne comme quelqu'un de 16 ans, eh bien c'est un génie. S'il a 140 points, il a 10 ans mais il raisonne comme quelqu'un de 14 ans, eh bien c'est un doué. Il a 10 ans et il raisonne comme quelqu'un de 10 ans, c'est un enfant normal, c'est un quotient intellectuel normal, il a donc 100 points. S'il a 10 ans et puis il raisonne comme quelqu'un de 8 ans, eh bien, c'est un débile mental. Donc, il va avoir des difficultés d'adaptation scolaire. S'il a 10 ans et puis il raisonne comme un enfant de 6 ans, donc quotient intellectuel 60, eh bien, ce quotient-là relève de l'imbécilité. Donc, il va avoir d'énormes difficultés scolaires. Il ne pourra même pas atteindre le CEP, c'est trop loin pour lui. Parce qu'il aura des difficultés d'abstraction. S'il a 10 ans et puis il raisonne comme un enfant de 3 ans, eh bien, quotient intellectuel 30, eh bien, il va vers l'idiotie. C'est un idiot. Alors lui,
il ne pourra même pas apprendre à lire et à écrire. C'est trop difficile pour lui puisque c'est abstrait. Donc lui, il faudra prévoir une éducation spéciale. Pour lui, si vous l'abandonnez à un site, il ne pourra pas s'orienter lui-même parce que sur le plan du développement cognitif, il est vraiment en retard. Comment expliquez-vous, professeur, la nécessité pour l'individu de passer par l'éducation? L'être humain, lorsqu'il naît, n'est qu'un ensemble de potentialités. C'est comme les mines. L'or est dans le sol, le diamant est dans le sol. Mais il faut le sortir de là, il faut le transformer pour qu'il prenne de la valeur. C'est la même chose pour l'être humain. Lorsqu'il naît, il a des simples potentialités. Eh bien, il faut qu'il passe par le moule de l'éducation pour être transformé, pour développer les compétences dont la société a besoin. C'est la matière première du développement. C'est avec cela qu'on peut construire le développement. On ne peut pas développer un pays en comptant uniquement sur les matières premières. Il faut que ce soit les gens de ce pays formés, eh bien, qui travaillent sur ces matières premières-là, qui assurent leur transformation. Et évidemment, pour en arriver là, l'éducation est nécessaire. Donc, le niveau d'éducation d'un pays est en rapport avec le niveau de développement. Et il semble même que pour arriver à amorcer ce développement-là, il faudrait au moins que 75% de la population soit alphabétisée, c'est-à-dire sache lire et écrire. Parce que ce qui est important dans la vie de l'être humain, c'est l'écriture et la lecture. C'est-à-dire, ce sont des outils qui viennent là équiper notre système mental et qui nous permettent de travailler autrement, travailler sur le travail des autres, lire ce que les autres ont fait. Donc finalement, construire de nouveaux partenariats avec les gens qui ne sont pas là, qui sont absents, mais dont nous pouvons utiliser les idées. L'école contribue à la formation et à l'éducation de l'individu. En Côte d'Ivoire, hélas, depuis quelques années, elle est plutôt victime de sérieuses perturbations occasionnées par les élèves et étudiants et également par des grèves d'enseignants. Vous, en tant que pédagogue et formateur des formateurs, quelle lecture faites-vous de la situation? L'école rencontre des problèmes et ces problèmes sont en fonction des problèmes de la société globale. L'école n'est pas isolée, elle est dans la société. Et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est traversée par une crise. C'est une crise de valeurs. Et évidemment, l'école se situe par rapport à cette crise de valeurs-là. Par exemple, la relation entre élèves et maîtres a été modifiée. Les enseignants sont remis en question par les élèves. La relation entre le pouvoir lui-même et les enseignants s'est modifiée. Les enseignants veulent avoir des conditions de vie autres que celles qu'ils ont maintenant. Je les comprends, puisqu'il faut quand même prendre en compte leurs conditions de vie. Un intellectuel, par définition, est quand même quelqu'un qui doit avoir un certain niveau de vie, puisque l'intellectuel il travaille sur une table, avec une chaise. Il faut les avoir. Un intellectuel affamé n'est plus un intellectuel, parce qu'après tout, quand il est appelé à résoudre des problèmes de la famine, il ne peut plus penser. Donc ce sont des problèmes il faut qu'il ait un lit pour dormir. C'est les conditions de travail qui permettent à l'intellectuel de s'exprimer. Pour ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, nous avons déjà les éléments de base, c'est-à-dire les enseignants sont rémunérés pour ce qu'ils font. Bon, les enseignants veulent une augmentation de salaire. Aucun citoyen ne peut être contre cela dans la mesure où ces salaires vont contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes des partenaires sociaux. Il faut négocier parce qu'on ne peut pas abandonner l'éducation. On ne peut pas abandonner non plus la santé. Donc, si dans ces secteurs-là se produisent des grèves, alors ces grèves agissent sur la qualité de l'éducation dont nous prenons du retard par rapport au processus de développement. C'est pourquoi il faudrait rapidement qu'on trouve des consensus permettant aux années scolaires d'être normales. Si c'est 9 mois, eh bien, comme le disait le président Gbagbo, il faut faire 9 mois de cours. En faisant 6 mois, eh bien, on ne rattrape pas les 9. Donc, il faut que les enseignants qui ont déjà conscience du travail qu'ils font, il faut que par l'intermédiaire des structures qui les représentent, il faut
qu'ils négocient avec les pouvoirs publics pour trouver des consensus leur permettant de travailler sans nuire à l'avenir de la jeunesse ivoirienne, sans que l'avenir de la jeunesse ivoirienne soit compromis. C'est un dialogue qui permet de nous dépasser, qui nous permet d'aller devant, parce que de toute façon, même si on augmentait les salaires, eh bien, dans quelques années, il faudra encore les revoir. Puisqu'on ne peut pas dire, dans les années 77, avec le décrochage des enseignants, les enseignants étaient contents, le niveau du salaire était bon, mais aujourd'hui, il n'est plus bon. Donc, en fait, c'est des négociations permanentes à mener avec les pouvoirs publics pour maintenir le niveau de vie, mais cela ne doit pas nous amener à abandonner nos responsabilités de formateurs. Quelle est selon vous la clé de la réussite scolaire? Bon, la clé de réussite, il faut déjà savoir comment cette clé est fabriquée. C'est cela, c'est important, c'est-à-dire pour qu'un enfant réussisse à l'école et dans la vie, eh bien, il faut voir les conditions de vie dans la famille, c'est-à-dire il faut quand même que les parents aient les ressources pour pouvoir l'élever convenablement, en termes d'éducation, en termes de santé et de nutrition, parce que tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas réussir à l'école si la santé n'est pas bonne. On ne peut pas réussir à l'école si la nutrition est défaillante. Donc, il faut déjà cela. Ensuite, au niveau de la famille, il faut de l'encadrement. L'encadrement par rapport aux valeurs morales. Il faut que les parents eux-mêmes soient les premiers modèles identificatoires. En ce sens que ce sont eux qui vont apprendre les valeurs morales aux enfants. Et il faut que les enfants les voient au travail en tant que parents qui s'appliquent et qui avancent. Et ensuite, il faut que les enfants eux-mêmes travaillent. Il faut que les enfants eux-mêmes travaillent et se rendent bien compte que le succès est au bout de l'effort. Ce n'est pas parce que papa est médecin qu'on deviendra médecin. Papa est médecin parce qu'il a travaillé. Pensez-vous, professeur Tapegosé, que tous les enfants ont les mêmes chances de réussite à l'école? Personne n'est condamné d'avance. On ne peut pas dire, comme mes parents sont pauvres, je suis condamné à être pauvre, je ne peux pas m'en sortir. C'est le travail qui assure la promotion de l'homme. Donc les enfants qui s'appliquent, qui travaillent par eux-mêmes, eh bien, ils peuvent s'en sortir. Et comme les autres qui sont dans des milieux favorisés. Évidemment, en proportion, ils seront en quantité un peu plus faible. C'est évident que les enfants qui vivent des conditions difficiles réussissent plus difficilement que les enfants qui vivent dans des conditions de vie beaucoup plus favorables. Quand je suis arrivé à l'école normale supérieure, nous avions un gardien ici, dont je ne dirai pas le nom bien sûr, et il avait des enfants, il habitait dans un quartier précaire un peu en dessous de l'ENS. Mais comme il était le gardien de l'ENS, eh bien, ces enfants étaient aimés par les élèves, les professeurs d'ici, puisqu'il s'agissait quand même de notre gardien. Donc, ces enfants ont pris comme modèle identificatoire des gens de notre environnement, l'environnement constitué d'enseignants, puisque les enseignants étaient censés être ceux qui avaient des niveaux de vie élevés par rapport à leurs pairs. Ils ont été encadrés, ils ont été suivis, et voilà qu'au bout de quelques années, eh bien, tous ces enfants-là font des études, font l'université. Il y en a qui ont fait sciences économiques ici, qui ont eu leur maîtrise, et qui ont passé des concours professionnels de niveau élevé. Donc, à la fin de sa fonction de gardien, il prend sa retraite, et puis il se retrouve dans une situation haute. Tous ces enfants ont réussi. Il y en a qui sont administrateurs de services financiers, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont sages-femmes. Voilà donc un monsieur qui se retrouve dans une situation nouvelle. Et cette situation nouvelle est impulsée par l'éducation. C'est-à-dire c'est l'éducation qui a transformé sa famille, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est perçu comme quelqu'un d'en haut. Il est en haut d'en haut. Lui, il a quitté, mais c'est par le travail qu'il a fait. C'est-à-dire c'est en travaillant, en encadrant les enfants. Il gagnait très peu, mais il investissait cet argent dans l'éducation de ses enfants. Et aujourd'hui même, dans un établissement d'application de l'ENS, nous avons la même chose. Le premier au bac C, eh bien, est dans la même condition, mais il a travaillé. Et malgré les conditions de vie difficiles de la famille, eh bien, il a eu le bac C avec mention assez bien. Que dire des chances de réussite des enfants dans les zones reculées et défavorisées? Au nord, c'est la même chose. Nous sommes allés là-bas pour
faire quelques travaux de recherche sur le niveau d'aspiration des enfants dans la région de Bandoukou, dans la région d'Odiéné, et on s'est aperçu que dans les régions où il n'y avait pas de modèle identificatoire d'un certain niveau, eh bien, quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire, eh bien, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qui est présent dans leur environnement. S'il y a un enseignant, ils veulent être enseignant. S'il y a un commerçant, ils veulent être commerçant. S'il y a une sage-femme, ils veulent être sage-femme. Et une fois, une femme a été élue députée dans cet environnement-là. Eh bien, à partir de 1997, lorsque nous nous sommes représentés là-bas, on a demandé aux enfants qu'est-ce que vous voulez être, et la personne qui est députée, c'est une femme. Eh bien, la plupart des jeunes filles voulaient aussi devenir députées, voulaient devenir, c'est-à-dire le niveau d'aspiration est monté. Ce qui veut dire que l'environnement joue. L'environnement joue. Il faut montrer aux enfants des modèles pour qu'ils puissent construire leur personnalité. Ces modèles, ce qu'on appelle les modèles identificatoires, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'identifient à quelqu'un dans la société, quelqu'un qui est valorisé. Il ne faut pas qu'ils s'identifient au bandit, mais à quelqu'un qui a réussi. Et c'est important. En tant que spécialiste de l'éducation, quelles sont selon vous les qualités du bon maître? Les enseignants sont des formateurs. Donc, ils remplacent les parents dans des structures de formation comme l'école. S'il y a des gens que dans leur jeune âge, les enfants aiment bien, c'est leurs enseignants à la maternelle, au primaire. Moi-même, j'ai conservé un grand souvenir de l'école primaire. L'enseignant que j'ai le plus aimé, c'est celui qui m'a enseigné au CP1. Je ne savais pas lire et écrire, et c'est lui qui m'a fait entrer dans cette logique de l'écriture qui me permettait de lire tout seul. Je ne savais pas que c'était possible. Mais quand j'ai réussi à assimiler cette technologie, eh bien, tout d'un coup, l'avenir était ouvert devant moi, je lisais partout. Donc, les enseignants sont une valeur essentielle pour les élèves. C'est pourquoi, comme au niveau de la famille, ils doivent présenter les valeurs qui permettent aux élèves de s'élever, qui permettent aux élèves de construire leur personnalité. Des valeurs comme la bonté, comme la solidarité, des valeurs comme le travail bien fait, etc., comme la connaissance elle-même, la compétence. Il faut que l'élève sache que son maître est compétent, qu'il a la relation sociale facile, qu'on peut l'aborder à tout moment, qu'il est d'un abord facile, et quand on dit bonjour monsieur, il s'arrête pour dire alors comment ça va, est-ce que les choses vont bien. Et évidemment, tout ceci est important parce que le maître étant essentiel pour l'enfant. Si le maître vient en classe et puis par exemple il donne la parole à un élève et qu'il ne la donne pas à un autre, il y a une frustration. Et cette frustration-là peut se répercuter sur le travail. Une fois, je faisais une recherche et j'ai vu un enfant qui avait des problèmes avec la famille. Je croyais que c'était un problème important. Mais le problème, c'est que la mère est rentrée à la maison, et bien elle a caressé la tête du plus petit. Mais elle n'a pas caressé la tête du plus grand. Le plus grand s'est senti frustré et puis il s'est dit, ben, dans ma famille, on ne m'aime pas. Et c'est une représentation, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est ce qui se passe dans sa tête. Tout d'un coup, il est malheureux, il va en classe, il ne travaille plus, jusqu'au jour où ce problème a été résolu, il s'est mis au travail. Donc là, eh bien, il faut un peu d'équité, c'est-à-dire qu'il faut savoir partager l'affectivité, la vie, la relation. Il ne faut pas que l'enfant soit exclu. Bon, dans la classe, c'est pareil. Il faut que tous les élèves participent à la vie de la classe, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Il faut surtout s'occuper de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui ne travaillent pas bien, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de franchir des difficultés pour se hisser au niveau que nous voulons. Donc il faut que le professeur ait toutes ces qualités-là. Il ne faut pas qu'il soit caractériel, c'est-à-dire croire qu'il y a des enfants dans la salle qui ne pourront jamais réussir, que c'est du temps perdu, que c'est de s'occuper d'eux. Tous les enfants ont les mêmes chances. Bon, s'il n'a vraiment pas de chance, peut-être qu'il a des difficultés, alors à ce moment-là, il faut le proposer à une structure où on peut le former, parce qu'il faut donner les mêmes chances à tout le monde. Donc l'éducateur, le formateur, eh bien, on l'appelle aussi dans certaines pédagogies le tuteur, c'est un tuteur. Il assure la tutelle de l'enfant, c'est lui qui l'encadre.
c'est lui qui assure sa promotion et qui lui laisse l'autonomie lorsqu'il a la formation nécessaire. Lorsque vous suivez la formation à l'université, les étudiants sont suivis. Ils passent la licence, la maîtrise, le DEA, et puis ils passent le doctorat. Le doctorat, c'est le dernier grade universitaire. Lorsqu'ils l'ont, ça veut dire qu'ils sont absolument devenus autonomes maintenant. Donc il faut leur laisser le temps de s'exprimer par eux-mêmes. On n'a plus besoin de les encadrer, ils sont devenus autonomes. Et le spécialiste des sciences de l'éducation d'occulté Quotient I. Il délivre quelques prescriptions judicieuses tendant à mettre davantage en lumière certains aspects pédagogiques de l'émission. Une très bonne émission qui aborde la question des enfants doués. Et en ce sens-là, les enfants doués de tous les milieux sont pris comme exemple et présentés au grand public pour servir de modèle aux autres enfants. Tout simplement leur dire que ces enfants sont parvenus à ce niveau bien parce qu'ils travaillent. Eh bien, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi faire, c'est analyser comment ils sont parvenus au niveau où ils sont. Ils y sont parvenus par le travail, ils y sont parvenus par l'encadrement, ils y sont parvenus certainement aussi par les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Donc, une telle émission devrait être une émission de sensibilisation aussi des familles. Les enfants qui travaillent à l'école, ce n'est pas le fait du hasard. Il ne faut pas dire à l'enfant, va à l'école, il faut réussir. Pour qu'il réussisse, eh bien, quand il revient à la maison, il faut qu'il dorme convenablement. Il faut qu'il ait de la lumière quelque part pour travailler le soir. Il faut qu'il mange à sa faim. Il faut qu'il soit aimé. Donc, il y a un certain nombre de conditions à réunir pour que l'enfant travaille bien. Et puis, la réussite aussi engage les enseignants eux-mêmes. Donc là, ces enfants qui ont réussi ont des enseignants qui les ont bien encadrés, c'est pourquoi ils ont réussi. Donc il faut que les parents sachent tout cela pour qu'ils se rendent compte que la réussite d'un enfant à l'école ne dépend pas seulement de l'enseignant. Nous sommes tous des partenaires de l'éducation. Les parents sont des partenaires. C'est eux qui assurent le premier niveau d'éducation. Il y a les enseignants qui viennent ensuite. Et nous devons adopter des attitudes qui vont dans le sens du dialogue, c'est-à-dire dialoguer avec les enfants, comprendre leurs difficultés et voir comment faire pour les lever afin qu'ils puissent progresser. Donc, cette attitude de dialogue-là, qui caractérise la démocratie d'ailleurs, la démocratie politique, est fondée sur le dialogue. En matière d'éducation, la pédagogie active, qui est pratiquée dans nos écoles, la pédagogie par compétence aussi, eh bien, est fondée sur le dialogue. Il faut travailler avec l'enfant comme un partenaire pour qu'il puisse se développer et acquérir les compétences nécessaires. Attention, une tête bien pleine ne suffit pas, prévient le psychologue. Elle se doit d'être aussi bien faite, surtout riche en vertus humaines. Il s'en explique. Je n'insiste pas simplement sur le niveau de réussite en termes d'intelligence, mais en termes aussi de relations sociales. Il faut réussir à l'école, mais il faut aussi avoir le sens de l'amitié. Il faut avoir le sens des rapports humains. Parce que si vous êtes ingénieur, par exemple, sorti de Polytechnique, on vous met à la tête d'une entreprise. Mais si vous avez des relations humaines difficiles, que vous ne pouvez pas communiquer avec vos collaborateurs, quel sera le rendement de l'entreprise? C'est pourquoi il faut développer les capacités techniques, il faut aussi développer les capacités humaines. Et évidemment, pour développer ces capacités humaines, le fondement est déjà dans la famille et l'école va le permettre. Aujourd'hui, pour ces gens qui sont formés et qui ont des niveaux élevés, eh bien, il y a des cours de management pour leur donner le sens, pour leur donner l'orientation à prendre pour que l'entreprise soit rentable. Peut-on tirer quelques leçons de la crise qui a traversé notre pays comme d'autres pays en Afrique et qui a sans aucun doute mis à mal l'école? Nous devons tirer beaucoup de leçons de cette crise. Dans cette crise, on ne peut accuser personne. On ne peut pas dire c'est les autres qui ont tort, c'est nous qui avons raison. C'est une crise. Si elle est arrivée, c'est qu'il y avait des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un niveau essentiel. L'accord politique de Ouagadougou, que nous avons obtenu par le dialogue. Je regarde derrière moi l'histoire. Habituellement, lorsqu'il y a une guerre, il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Dans notre cas, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Il y a eu un accord par le dialogue. Donc finalement, ça veut dire quoi? Que cette crise que nous venons de traverser, eh bien, va cultiver en nous
beaucoup de valeurs. Des valeurs comme la solidarité, comme la fraternité, comme l'amour de notre pays. Puisque notre pays, c'est notre patrie. Nous devons défendre cette patrie-là parce que c'est quand même la terre de nos pères, c'est elle qui nous nourrit. Donc nous devons faire en sorte que le développement vienne pour que les Ivoiriens soient heureux. Nous devons pratiquer la tolérance, c'est peut-être ça aussi qui nous a eu. Un dernier mot, professeur Tapegosé. En tout cas, je suis comblé puisque c'est une émission qui porte sur les jeunes Ivoiriens, compétents, qui porte sur les jeunes Ivoiriens travailleurs. Et c'est une émission essentielle. Le professeur Tapegosé, vous l'avez compris, fait partie de ces rares personnalités d'une grande richesse intellectuelle et humaine qui ont saisi le sens de notre combat pour l'école et qui n'est pas éloigné du sien et ont décidé de le soutenir. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Merci pour l'attention que vous avez portée à l'endroit de l'excellent pédagogue qu'est le professeur Tapegosé. Nous espérons le retrouver très prochainement pour qu'il nous enseigne davantage sur la science de l'éducation. Bonne fin de soirée et à très bientôt pour un autre numéro de Quotient I.